Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 16 qui s'étale du 15 au 21 avril. Oui, je sais, je suis un petit peu en retard. M'excuserez, c'est dû à quelques jours de vacances que j'ai pris. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'actualité Azure avec au menu les nouvelles de la semaine, des annonces en JA, des annonces en preview et nous terminerons par quelques décommissions. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft, je n'invente rien. Alors, commençons avec les nouvelles de la semaine. Vous connaissez sans doute Microsoft Surface, qui est une marque de tablettes, PC, smartphones et accessoires connectés produits et vendus par Microsoft. Eh bien, sachez que l'équipe produit Microsoft Surface utilise régulièrement le HPC. Microsoft Surface utilise de nombreuses technologies pour améliorer le développement de ses produits. Ils utilisent des simulations numériques pour concevoir et tester des appareils tels que les ordinateurs portables Surface, ce qui permet une validation rapide des idées de conception sans nécessité de prototypes physiques coûteux. Et bien avec l'utilisation de Microsoft Azure High Performance Computing ou Azure HPC, les ingénieurs peuvent effectuer des simulations complexes, réduisant ainsi les délais de développement et améliorant la fiabilité des produits. Les simulations jouent un rôle crucial d'ailleurs dans la conception des produits, permettant de tester la robustesse et la fiabilité avant la fabrication des nouveaux produits. En utilisant Azure HPC, l'équipe a migré toutes les simulations nécessaires pour les produits comme la Surface Pro 4 et ont gagné en efficacité en exécutant de vastes simulations en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Et ne dit-on pas, le temps, c'est de l'argent. Pour continuer dans cette voie, l'équipe envisage désormais d'étendre l'usage des simulations pour inclure des approches multidisciplinaires et la modélisation multiphysique en intégrant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour innover plus rapidement et à plus grande échelle. Il continue également d'explorer d'autres méthodes avancées de développement de produits pour maximiser l'efficacité et la satisfaction des clients évidemment. Bref, comme je le répète ici régulièrement, les différentes équipes Microsoft sont de gros consommateurs des services disponibles sur Azure pour en tirer tous les avantages possibles. Changeons maintenant de sujet et parlons un peu d'intelligence artificielle. Le monde de l'IA progresse à une vitesse folle, offrant chaque jour de nouvelles opportunités pour apprendre et utiliser les technologies d'IA générative et les grands modèles de langage. Si vous êtes un adepte de notre podcast, chaque semaine nous évoquons des sujets autour de l'IA. D'ailleurs, Microsoft propose une gamme de ressources éducatives pour aider les débutants comme les utilisateurs avancés à démarrer ou approfondir leurs connaissances en intelligence artificielle. Pour les novices, Microsoft propose le cours gratuit Azure AI Fundamentals, appelé également AI 900, qui inclut des exercices pratiques sur les services AI d'Azure et une introduction à l'IA générative. Ce cours peut être suivi en une seule fois ou en plusieurs sessions permettant une flexibilité selon votre emploi du temps. Et surtout, il est gratuit. Pour ceux qui ont déjà une expérience en programmation et qui souhaitent développer des applications d'IA, le parcours Azure IA Engineer, appelé également AI 102, guide les utilisateurs à travers l'utilisation des services AI d'Azure, y compris l'Azure AI Search et le service OpenAI d'Azure. Mais ce n'est pas tout, puisque Microsoft a également introduit Azure AI Studio, un espace collaboratif où les utilisateurs peuvent créer et tester des applications d'IA et même déployer des solutions dans le cloud. Ce parcours inclut la création de copilotes personnalisés utilisant des modèles de langage. En plus de cela, Microsoft propose des Cloud Skills Challenge
Des défis gratuits et interactifs de 30 jours pour se former rapidement à l'IA avec Azure, couvrant des domaines allant de l'IA générative au traitement du langage naturel. Ces défis sont une occasion de tester vos compétences en IA et de préparer des certifications avec une réduction possible sur les frais d'examen. Et enfin, Microsoft organise également des journées de formation virtuelles pour offrir un apprentissage intensif et direct sur des sujets spécifiques d'IA adaptés aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs avancés. Ces formations sont une excellente manière de se plonger dans le monde de l'IA générative et d'autres aspects de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de sécurité, l'une des approches mises en avant par de nombreuses entreprises, et Microsoft en fait évidemment partie, est le Zero Trust. Eh bien, sachez que le ministère de la Défense américaine, le fameux Department of Defense, en fait également son cheval de bataille. En effet, la stratégie Zero Trust du ministère de la Défense américain et sa feuille de route vise à intégrer le concept de Zero Trust au sein de l'organisation d'ici 2027. Cette approche est envisagée non comme un simple produit acheté, mais comme une mentalité à adopter, impliquant une collaboration étroite entre diverses solutions de sécurité. Le ministère a identifié des activités clés à réaliser avec l'aide de partenaires industriels pour mettre en œuvre efficacement cette stratégie. Microsoft, en soutien de cette initiative, a fourni des directives spécifiques pour l'utilisation de ces services cloud afin de faciliter cette transition vers le Zero Trust. Ils ont aussi limité leurs conseils aux fonctionnalités actuellement disponibles, prévoyant de continuer à innover en réponse à l'évolution des besoins en termes de sécurité. Cette stratégie comprend 7 piliers de protection. Le premier, les utilisateurs, ensuite les appareils, les applications, les données, le réseau, l'automatisation, pour terminer avec la visibilité. La feuille de route énonce des activités détaillées couvrant ces piliers avec des échéances fixées à 2027 et 2032. Des exemples concrets de mise en œuvre incluent des programmes de la marine de l'armée américaine qui intègrent des principes Zero Trust dans leurs opérations de cybersécurité. Microsoft continue de développer des solutions intégrées pour renforcer la sécurité et l'efficacité de ces initiatives. Je mettrai le lien de l'article en commentaire pour aller creuser le sujet. Et terminons avec une dernière annonce pour les utilisateurs de Cube. Et cela pourrait vous intéresser. Si je vous dis que les pirates informatiques cherchent constamment à découvrir et à exploiter de nouvelles failles dans les systèmes informatiques, cela ne vous étonnera pas, je suppose. Eh bien, sachez que Microsoft a identifié une attaque exploitant des failles récemment découvertes dans un outil appelé Open Metadata, qui est utilisé pour gérer les informations des bases de données. Les pirates utilisent ces failles pour prendre le contrôle des applications tournant sur Kubernetes et pour mener des opérations de crypto-mining, c'est-à-dire utiliser les ressources informatiques des victimes pour créer de la monnaie virtuelle. Les failles en question, présentes dans les versions antérieures à la version 1.3.1 d'Open Metadata, permettent aux attaquants de se faire passer pour des utilisateurs légitimes et d'exécuter des commandes malveillantes à distance. Depuis début avril, ces vulnérabilités sont activement exploitées. Microsoft conseille vivement aux utilisateurs de s'assurer que leur version de Open Metadata est à jour et d'utiliser des mesures de sécurité renforcées pour protéger leur système. Parmi les attaques observées, les pirates ont utilisé des techniques avancées pour établir une connexion secrète avec les systèmes infectés et déployer des logiciels malveillants de crypto-mining. Pour se défendre, les administrateurs peuvent vérifier si leur système utilisant Open Metadata est à jour et sécurisé. De plus, des outils de sécurité de Microsoft, comme Microsoft Defender for Cloud, peuvent aider à détecter et à prévenir de telles attaques en surveillant les activités suspectes et en évaluant les vulnérabilités de vos systèmes. Eh bien, c'est tout pour les annonces, les nouvelles de la semaine, Nous pouvons enchaîner avec les annonces en JA. 3 nouvelles fonctionnalités débarquent sur Azure Machine Learning.
La première, la possibilité d'enregistrer les données d'inférence dans un emplacement central avec le modèle Data Collector de manière transparente dans l'emplacement Azure Blob Storage de votre choix. Ces données peuvent alors être utilisées à des fins de conformité, d'audit ou de surveillance. La deuxième fonctionnalité, c'est l'intégration avec le service EventGrid pour réagir aux applications, aux processus et aux flux de travail basés sur des événements tels que l'achèvement des exécutions de formation, l'enregistrement et le déploiement de modèles, mais aussi la détection de dérives de données. Et la dernière fonctionnalité, l'isolation du réseau dans le magasin des fonctionnalités gérées pour expérimenter et expédier des modèles plus rapidement ou simplement pour augmenter la fiabilité de vos modèles. Mais ce n'est pas tout concernant Azure Machine Learning, puisque la fonctionnalité Data Collector est aussi annoncée en GA. Cette dernière fournit une journalisation en temps réel des données d'entrée et de sortie des modèles déployés sur des points de terminaison en ligne gérés ou des points de terminaison en ligne Kubernetes. Azure Machine Learning stocke les données d'inférence enregistrées dans le stockage Blob Azure. Et ces données pourront être utilisées de manière transparente pour la surveillance, le débugage ou l'audit des modèles, offrant une observabilité des performances de vos modèles déployés. Nos amis suédois vont être ravis puisque les séries de VM HBV4 et HX débarquent dans la région Sweden centrale. Côté Azure Health Data Service maintenant, où il est dorénavant possible d'effectuer des suppressions groupées au sein du service FHIR. Du nouveau également pour Azure Site Recovery. En effet, le service de mobilité ajoute la prise en charge du système d'exploitation Linux pour les réplications Azure vers Azure, mais aussi les réplications VMware/serveur physique vers Azure avec la prise en charge de Debian 12 et Ubuntu 18.04 en version Pro. Sachez que cette mise à jour fournit également des améliorations et des corrections de bugs. Maintenant, pour le service Azure Virtual Network, l'équipe produit annonce que le chiffrement en transit est désormais disponible dans l'ensemble des régions où le service est disponible. Alors, l'annonce suivante concerne le service Azure Data Box Disk. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Azure Data Box Disk permet d'envoyer des téraoctets de données locales vers Azure de façon rapide, économique et fiable. Le transfert de données est évidemment sécurisé par l'envoi de disques SSD chez les clients qui peuvent contenir jusqu'à 8 Tera de données. Eh bien, sachez que Microsoft propose maintenant le chiffrement matériel AES 256 pour les hôtes basés sur Linux. D'ailleurs, les clients aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon peuvent désormais choisir de commander un Azure Data Box Disk crypté par un logiciel comme BitLocker ou directement crypté au niveau du matériel. Et enfin, côté Azure Disk Storage, une nouvelle propriété débarque sur les disques managés, à savoir Disk Last Ownership Update Time. Comme son nom l'indique presque, cette dernière permet d'avoir l'heure exacte de la dernière modification sur votre disque. Sachez en plus qu'elle peut être utilisée conjointement avec Disk State pour identifier l'état actuel du disque et la date de sa dernière mise à jour. Passons maintenant aux annonces en preview et notamment EventGrid qui propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir Last Will and Testament ou LWT. Alors si je le traduis en français, cela fait un peu glauque car cela donne dernière volonté et testament. Quoi qu'il en soit, celle-ci permet aux applications de recevoir des notifications lorsque d'autres clients sont déconnectés, créant ainsi des flux d'informations prévisibles et fiables lors de déconnexions inattendues. Elles sont particulièrement importantes dans les scénarios où la communication en temps réel et les actions coordonnées sont essentielles. Par exemple, lorsque les appareils IoT doivent collaborer pour exécuter des tâches complexes. Azure Monitor continue d'évoluer en proposant la fonctionnalité Query Editor au niveau des métriques, ce qui est particulièrement intéressant pour les utilisateurs de Prometheus,
car ils vont pouvoir directement interroger les métriques Prometheus à l'aide de PromQL dans leurs espaces de travail Azure Monitor. Cela leur permet ainsi d'explorer et d'analyser efficacement leurs données métriques en écrivant des requêtes PromQL directement dans Metric Explorer, obtenant ainsi des informations précieuses pour optimiser les ressources et améliorer les performances. L'équipe produit Azure Site Recovery propose maintenant de réaliser de la réplication pour les shared disks, disques partagés. Alors pour rappel, les disques partagés sont des disques qui peuvent être attachés à plusieurs VM simultanément. Cette nouvelle fonctionnalité permet donc de protéger, surveiller et récupérer et même reprotéger vos charges de travail exécutées sur des clusters de basculement Windows Server, qu'on appelle plus communément Windows Server Failover Cluster, pour les VM qui utilisent des disques partagés. Quelques contraintes tout de même, c'est supporté à partir de Windows Server 2016 et vous êtes limité à 4 nœuds par cluster. Alors depuis sa sortie il y a quelques mois maintenant, Azure Virtual Network Manager continue de proposer régulièrement des nouveautés et pour cette semaine, l'équipe produit permet de gérer des groupes réseau directement au travers des règles d'administration de sécurité. Cette fonctionnalité vous permet de réaliser une isolation dans différents environnements de manière plus simple et plus logique. Vous pouvez ainsi réaliser des scénarios tels que la séparation de vos environnements de production et de non-production et autoriser la communication entre certains environnements uniquement, vous aidant ainsi à gérer plus facilement vos segments de réseau à grande échelle. Avec les groupes de réseau, vous pouvez créer des groupes logiques de réseau virtuel ou de sous-réseaux possédant des attributs communs. Vous pouvez ensuite créer des règles d'administration de sécurité avec vos groupes réseau comme source et ou destination pour appliquer ce trafic spécifié parmi vos ressources réseau groupées. Alors pour faire simple, ce sont des groupes dans lesquels vous allez ajouter des adresses IP ou des ranges d'IP que vous pourrez utiliser en tant que source ou destination pour filtrer votre trafic. Voilà, c'est quand même plus simple expliqué de cette manière-là. Écoutez, c'est terminé pour les annonces en preview. Passons maintenant aux annonces en décommission, enfin les annonces de décommission. Alors, des décommissions sont prévues pour Azure OpenAI. Le 5 juillet 2024, l'équipe produit va commencer à mettre à jour les déploiements Azure OpenAI qui utilisent le modèle indiqué dans la section Account information d'emails qui ont été envoyés aux administrateurs de comptes pour arrêter le trafic d'inférence. Alors, il faut évidemment que vous ayez les accès sur la partie, enfin que vous soyez administrateur de compte et normalement vous avez dû recevoir un email. Alors, j'ai pas forcément davantage d'informations, mais sachez que la mise à jour sera terminée normalement 2 semaines suivant la date du 5 juillet, donc on va dire à peu près au 19 juillet. Concernant Azure Stream Analytics maintenant, les fonctions définies par l'utilisateur .NET seront supprimées le 30 septembre 2024. À la place, vous êtes encouragé à utiliser les fonctions JavaScript définies par l'utilisateur pour Azure Stream Analytics. À partir du 30 septembre 2024, Azure Advisor n'affichera plus les économies annuelles potentielles agrégées car elles peuvent apparaître en doublon dans d'autres recommandations financières. Dixit Microsoft. Prenons l'exemple des VM où des recommandations peuvent être aujourd'hui apparaître à la fois pour la partie Saving Plan et à la fois dans les réservations. Eh bien, le souci de la vue des économies agrégées est qu'elle cumule ces deux types d'économies, ce qui n'a pas vraiment de sens. Donc voilà pourquoi ce sera retiré au 30 septembre 2024. On le rappelle une nouvelle fois, mais le 31 août 2024, les déploiements effectués au travers des services classiques seront supprimés. Cela sera l'occasion ainsi de supprimer des ressources de type Classic Application Gateway, Classic Virtual Network, Classic Reserved IP Address, Classic Express Route Gateway ou encore Classic VPN Gateway. L'idée est évidemment d'utiliser ARM pour déployer vos services et ressources. Comme déjà annoncé plusieurs fois, les ASE en version 1 et 2 seront également supprimés au 31 août 2024. Donc
pensez à utiliser ASE en version 3, qui est plus performant et propose davantage de fonctionnalités. Et terminons avec Azure Notification Hubs. Pour ceux qui utilisent Firebase Cloud Messaging ou FCM pour envoyer des notifications push aux appareils Android qui sont prises en charge par Google Play, eh bien sachez que l'API Legacy FCM sera dépréciée en juillet 2024. À la place, Microsoft vous encourage à utiliser l'APM FCM en version 1 qui offre davantage de fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Et puis, de mon côté, je vous souhaite une excellente journée.